Salut à tous, vous regardez Campus Channel, on est ensemble pour 40 minutes de chat décomplexé avec l'ESCP Europe et son MS Management pharmaceutique et des biotechnologies. Avec nous pour en parler, le directeur scientifique du master Frédéric Jalab, bonjour. Bonjour Clémence. Et Audrey Kakali, qui est diplômée Bonjour. du programme. Bonjour Audrey. Bonjour Clémence. Ils attendent vos questions, on commence tout de suite avec le pitch. Frédéric, est-ce que vous êtes prêt? Oui. Alors je vais lancer le chrono. Top chrono, c'est à vous. Bonjour à tous. Donc le master Management pharmaceutique et des biotechnologies est un master, comme son intitulé l'indique, totalement spécialisé et dédié au marché de la santé, au marché au pluriel, qui recrute de talentueux et jeunes étudiants dans les domaines des sciences de la vie et de plus en plus des sciences de l'ingénieur. Je pense qu'il en sera question parce que c'est un développement important pour ce qui nous concerne et qui désormais se déroule dans les deux langues sur le campus de Londres et sur le campus de Paris de SCP Europe. Audrey, Oui. tu as quelques mots à dire pour le pitch? Ravie de faire équipe avec Frédéric aujourd'hui pour représenter le Master SP dont je suis très fière et très heureuse d'avoir participé à ce master. Merci à tous les deux, vous êtes parfaitement dans les temps. On va passer au face-à-face. Continuez à nous envoyer vos questions, elles s'affichent ici, à droite de l'écran. Allez la régie, on envoie la première question. Je commence. Oui. Donc, quelle partie des cours a lieu à Londres? Alors effectivement, nous passons 5 semaines, très précisément à Londres, en fin de premier trimestre, à l'issue de cours qui sont plutôt des fondamentaux et des cours d'introduction. Je pense au marketing, à la stratégie, au management, à la finance. Et nous allons à Londres pour 2 raisons. D'abord, évidemment, pour nous exposer à un autre contexte et à un autre écosystème de la santé, pour pratiquer l'anglais dans les cours, dans les projets et dans les remis. Et puis également pour mieux connaître ce que l'on appelle l'accès au marché ou le market access, qui est sensiblement différent, pour autant que les cours à Londres soient à 2 heures de Paris, sensiblement différent de nos approches européennes continentales. Le cours, très concrètement cette année, a eu lieu du 20 novembre au 22 décembre. Et pendant cette période, tous les étudiants de la promo sont à Londres et logent à Londres. Tout à fait. D'accord. C'est une vie full-time à Londres. Alors ça demande, j'imagine, un niveau d'anglais minimum. Est-ce que Oui. vous contrôlez le niveau d'anglais à l'entrée du MS? Tout à fait. C'est un des principaux points de recrutement. Et j'allais dire, à contrario, un très faible niveau d'anglais est discriminatoire. Donc je le dis en toute gentillesse et en toute lisibilité, c'est vrai qu'il faut parler l'anglais. Alors, je sais que nos amis français sont généralement très inquiets dès qu'on dit il faut contrôler ou parler le niveau d'anglais. Il ne s'agit pas d'avoir un niveau bilingue, mais un niveau qui permette de comprendre et d'exposer en anglais. Et plus c'est un précisément, il élément- faut avoir quelle note au TOEFL? Il n'y a pas de note véritablement au TOEFL à obtenir. Je vais être encore plus drastique. On établit la liste des candidats sur la base de la note de leur dossier, sur la base de leur note d'anglais, et les X derniers se voient exclure de la possibilité même de nous rencontrer à Donc, l'oral. c'est si un vous voulez. critère vraiment rédhibitoire, C'est un l'anglais. critère absolument rédhibitoire. Il faut que ce soit vraiment très clair. C'est clair comme ça. Audrey, il y a une autre question, vas-y. Oui. Question suivante. Je suis ingénieure agro. Je me suis rendu compte que j'aimerais faire du marketing. Est-ce que mon profil serait susceptible de vous intéresser? Alors, je pense que la réponse ne serait pas non. Pour autant, je peux me permettre de dire que ce n'est pas forcément la facilité, la voie d'entrée. Parce que clairement, le master est très tourné vers l'industrie pharma, vers les biotech, enfin, industrie pharma au sens large. Après, je vais parler pour mon secteur. Donc, je travaille en capital risque, donc dans l'investissement. Et je sais qu'à un moment, j'avais envoyé mon CV à une structure de capital risque qui notamment cherchait un ingénieur agronome parce qu'il y avait un fonds qui était tourné vers le microbiome. Donc c'est un métier, on a besoin d'avoir ce genre de capacité. Donc c'est pas un non catégorique, mais je pense qu'il y a des moyens, des portes à ouvrir grâce à ce master, après pour des débouchés agro potentiels. Alors justement, quel est ton parcours à toi, Audrey? Oui, alors moi je suis ingénieure en biologie, j'ai fait l'UTC à Compiègne avec une spécialisation en management de projets innovants parce que dès le début, plutôt à la fin de mes études d'ingénieur, j'ai compris que c'était pas en labo que je voulais être, mais au contact de l'innovation au sens large et d'un point de vue un peu plus business. Et donc, dès la fin de l'UTC, j'ai décidé d'aller en école de commerce pour ça.
Et j'ai intégré le Master Spé Management Pharmaceutique en 2015, donc c'était il y a 2 ans. Et j'ai suite à ça une première expérience en capital risque, donc dans l'investissement en santé chez Kurma Partners. Et je travaille aujourd'hui à la BPI France, toujours dans le même métier, dans l'investissement santé. Clément, si vous me permettez de préciser, Audrey, là pour le coup je serai moins drastique que toi. Je pense que les ingénieurs agro ont tout à fait leur place, si tant est évidemment qu'ils aient une forte appétence, non seulement pour le marketing, soit, mais également pour les industries de santé. C'est vrai qu'on sert beaucoup moins le propos des industries agroalimentaires. Néanmoins, nous avons chaque année des profils atypiques. Ce qu'on appelle les profils atypiques le sont plus tellement d'ailleurs, mais ça peut être par exemple des Sciences Po, ça peut être des écoles de commerce voulant monter leur entreprise ou voulant développer leurs aventures professionnelles dans le milieu de la santé. Ils sont marginaux. Sur une promo de 60 étudiants, on a dans ces profils atypiques, je parle de Sciences Po et d'écoles de commerce, 2 à 4 ou 5 étudiants. Et le reste, le gros des troupes? Alors, le gros des troupes, c'est 10% de sciences de l'ingénieur. Et à ce titre-là, je passe une page de publicité. Les sciences de l'ingénieur sont de plus en plus bienvenues au sein de notre programme. C'est probablement dans le domaine des technologies, de l'intelligence artificielle, du big data, des données patients que le programme va porter son effort désormais. Donc les sciences de l'ingénieur sont tout à fait bienvenues. Et puis les 90% du reste de la promo, profil atypique mis à part, sont des gens ayant un background des sciences de la vie, des sciences de la santé. Médecins, pharmaciens, ingénieurs biotech comme toi, vétérinaires. Il peut y avoir également bien évidemment des PhD, c'est-à-dire des docteurs en santé. Cette année sur la promo, nous avons 12 PhD. Qui sont étrangers du coup? Qui sont pour la plupart soit français ayant vécu à l'étranger. On a par exemple une diplômée de la Harvard Medical School, une diplômée de Cornell, une diplômée de NYU, New York University, qui sont tous des Français s'étant exportés. On a également un PhD d'ailleurs de Cambridge à Londres qui est également un Français d'origine, mais on a une Américaine de Berkeley qui est une Américaine. Donc il y a un peu de tout, si vous voulez. Il y a des étrangers qui viennent chez nous en parlant en partie français. Et puis, il y a des Français qui ont eu une expérience assez longue à l'étranger, jusqu'au doctorat, voire même au post-doc. Je reviens sur l'agro. Donc, cette personne, ingénieur agronome, peut parfaitement être intégrée au programme. On aura cette vocation qu'on a pour tout le monde, Audrey comprise, d'ouvrir les chakras de nos candidats aux possibilités et aux nouveaux métiers, et Dieu sait s'il y en a, même sur courte période, des industries de santé. Mais si elle a cette appétence pour le marketing, et plus encore si elle a cette appétence pour les marchés de la santé, elle est parfaitement bienvenue au sein du programme. Très bien, on va pouvoir passer à la suivante. Bon, peut-être. Alors, doit-on choisir une des deux options au moment de l'admission? Non, pas du tout. Petite page de publicité à nouveau. Il est possible d'ailleurs que l'année prochaine, il y ait non pas 2, mais 3 options. Alors, quelles sont-elles, ces options, pour l'instant? Alors, ces options sont d'une part une option, disons, pharmaceutique assez marquée sur les métiers du marketing, et d'autre part une option qu'on appelle biotech, mais qui n'est pas spécifiquement biotech, mais qui est très marquée finance. D'accord. Je pense que je ne prends pas beaucoup de risques en disant que tu as pris l'option finance. Tout à fait. On choisit à quel moment? On choisit fin d'année et les cours commencent entre janvier et février jusqu'à la fin du cursus, donc jusqu'au voyage. Et avant ça, c'est un tronc commun? C'est complètement tronc commun. Et si je me souviens bien, il y a quand même beaucoup de cours qui appartiennent aux cours communs. Et on va dire que l'option, c'est vraiment un vernis où on va vraiment pousser notre appétence dans un des deux secteurs. D'accord. Mais une grosse partie du cursus, c'est quand même tronc commun. 10% du programme, pour être très concret, 10% du programme sont dédiés aux options. Par contre, les options, effectivement, comme tu le dis très justement, sont un vernis. Il s'agit aussi, cette idée des options, c'est moins pour discriminer les uns ou les autres, c'est plutôt pour avoir des cours de spécialité assez pointus qui peuvent fortement motiver certains et fortement démotiver d'autres. Donc pour avoir la certitude d'avoir des groupes très motivés sur ces matières assez techniques,
On a ces 2 options, probablement 3 l'année prochaine. Et quelle est la proportion de personnes qui vont dans l'une et l'autre option? Ça dépend des promos. Moi, je pense que dans ma promo, on était 60-40, 60 en donc, banque, finance, conseil, et 40 en marketing. Très bien. Il y a eu deux années miraculeuses où 50% de la promo était dans une option, 50% de la promo était dans une autre. Cette année, il y a un déséquilibre presque historique. Je rappelle que le programme, comme les bons whisky, a 30 ans d'âge. Et ce déséquilibre historique est tout à fait en faveur de l'option biotech, banque, finance et conseil. Très bien. Allez, vas-y Audrey. Faut-il avoir une bonne connaissance du domaine médical, santé, pharma pour pouvoir espérer une place au sein de votre formation? Une réponse oui, mais au-delà d'une bonne connaissance, moi je dirais qu'il faut une vraie cohérence dans le parcours, une vraie motivation pour intégrer le secteur. Tu dis cohérence, ça veut dire expérience? Pas forcément, mais par rapport à mon cursus, comme je disais, dès la fin de l'UTC, je savais que c'était dans ce domaine que je voulais aller, dans l'innovation, dans la santé. Donc j'avais fait un stage en prolongement, mais j'ai des amis qui n'ont pas forcément fait un stage en marketing ou en conseil santé, etc. Mais il faut montrer une vraie motivation et un fil rouge, un chemin qu'on veut suivre qui justifierait qu'on passe par le management pharmaceutique. Si vous me permettez, une histoire tout à fait particulière. On a parmi nos anciens, nos anciennes, une personne qui a fait l'école hôtelière de Lausanne. A priori, lorsqu'elle a présenté sa candidature, elle avait peu de chances d'être retenue. On l'a retenue parce que, sans rentrer dans les détails, elle a eu une histoire personnelle douloureuse en matière de santé. Et donc, elle s'est passionnée et elle a voulu approfondir ce secteur et ce domaine, y consacrer sa vie professionnelle. Et ça a été tout à fait recevable parce que la manière dont elle l'a exprimé, le projet qu'elle envisageait, nous paraissait extrêmement bien servi par le programme que l'on délivre. D'accord, donc ça peut être aussi quelque chose qui n'a rien à voir avec son expérience académique ou professionnelle, mais quelque chose de vraiment personnel qu'on justifie au moment de l'entretien? Exactement. Très bien, allons-y. Où organisez-vous le séminaire d'études l'année prochaine? Nous partons à Singapour, après être partis à Boston l'année dernière et à Shanghai l'année d'avant. C'est ça. Grosso modo, sur les 30 ans et l'historique du programme, il y a quelques hubs des biotechnologies, des hubs mondiaux de la santé qui sont privilégiés. Il s'agit souvent de San Francisco, New York, Boston, Shanghai, Singapour. Mais nous repartons à Singapour et nous sommes très heureux de repartir à Singapour parce qu'il est plus que probable que nous développions avec l'un des anciens parrain du programme, qui se trouve être Hervé Gissereau, qui est à l'heure actuelle à la tête de GSK Asie-Pacifique, un hackathon avec une école de computer science autour d'une problématique qui est celle de GSK en Asie-Pacifique. Que fait-on pendant ce voyage d'études? Toi qui as eu l'expérience. Alors moi je suis partie à Shanghai, on a une semaine complète de séminaire, on a eu l'occasion de rencontrer les équipes et donc de se rendre dans les sièges de GSK, on a vu Takeda aussi, on a vu Sanofi, pas mal de rencontres avec des anciens qui sont expatriés maintenant. Donc c'est un vrai moment où on est immergé dans une autre culture, dans un autre marché, dans un autre modèle économique, enfin, c'est vraiment très enrichissant. Et je sais que dans ma promo, en l'occurrence, il y a au moins 3 personnes qui sont à l'étranger maintenant en Asie, une personne en Thaïlande, une personne au Vietnam. Ce voyage d'études peut être aussi l'occasion de rencontrer les entreprises et être peut-être embauché après coup. Ouais. C'est l'idée. J'ai lu les chiffres de la promo 2016, donc la promo suivante, la tienne. J'ai été stupéfait parce que j'ai vu que 75% des étudiants, il s'agit de statistiques, vous savez, 3 mois après la sortie du cursus. Donc déjà, 3 mois après la sortie du cursus, 90%, ça veut dire 100%, puisque en fait, je pense que 10% sont plus lassifs ou souhaitent faire un voyage personnel. 90% des gens étaient employés et 75% des gens travaillaient en dehors de leur pays d'origine. Nous avons un réseau à l'international absolument établi. Je rappelle que 30 ans d'âge, c'est aussi 1500 anciens et que dans ces 1500 anciens, on en trouve absolument partout. On en a rencontré à Shanghai,
On en rencontre à Singapour, on en rencontre à San Francisco, on en rencontre à Boston, on pourrait en rencontrer bien ailleurs. Très bien. On va faire une petite pause dans les questions, on va passer aux 3 mots max. Le 3 mots max, c'est 3 mots maximum pour définir leur programme. À chaque mot, un argument. Qui commence ? Frédéric, je t'en prie. Je fais le deuxième. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, le premier mot auquel j'avais pensé, c'est corder, ce qui nous ramène un peu à la discussion qu'on a juste eue avant le break des 3 mots max. Corder, pourquoi ? Parce que d'abord, je pense qu'on est un groupe, une famille extrêmement soudée. Beaucoup des anciens interviennent au sein du programme. Hein. Je pense que Audrey, tu peux en témoigner. On utilise, si j'ose dire, ou on a recours aux anciens, comme Audrey aujourd'hui, pour parler du programme, pour faire la sélection au moment des jurys, pour évidemment pousser nos avantages en matière de stage, en matière d'emploi. Donc on a un très beau réseau d'anciens, de 1500 anciens établis, qui est fort sur le plan quantitatif et que n'importe lequel de nos concurrents et néanmoins amis pourrait nous envier, mais qui est désormais, comme les bons whisky, aussi solidement établi sur le plan qualitatif. J'en veux pour preuve que, par exemple, le parrain de la promotion cette année est Guillaume Leroy, qui est le patron de Sanofi et qui est un ancien du programme. Donc on a pu, si vous voulez, l'accorder, c'est l'histoire du lien entre les personnes, c'est l'histoire de monter ensemble, et c'est l'histoire de faire partie d'une équipe. Très bien. Le deuxième mot, Audrey ? Le mot pour moi qui représente bien le master, c'est catalyseur. Je l'ai vraiment ressenti après le master. Pour moi, ça a vraiment accéléré ma carrière. Je pense qu'après l'UTC, j'aurais pas pu imaginer faire le métier qui me motive et qui me passionne aujourd'hui tous les jours. Et je pense que grâce au Master SP, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc, catalyseur, je trouve que catalyseur. Et le troisième mot ? Alors, le troisième mot est un peu... comment dirais-je, discursif, mais c'est Amazonie au pluriel. Je trouve que Amazonie au pluriel veut dire quoi ? Veut dire qu'il y a des tas de terrains en friche à découvrir, et je m'adresse à tous ceux qui nous regardent, et je les félicite pour l'intérêt qu'ils ont pour ce secteur, parce que c'est un secteur passionnant, c'est un secteur en pleine évolution, voire même révolution, en pleine turbulence. Et il y a des opportunités et des nouveaux métiers qui se créent même sur les 5 ou 3 dernières années, que nous ne servions pas il y a quelques années. Donc Amazonie, c'est l'histoire de découvrir des territoires, c'est l'histoire de l'exotisme parce que nous commençons à aborder des thèmes comme l'intelligence artificielle, le big data, la santé connectée, les objets connectés, bref, des territoires absolument fascinants et passionnants. Et c'est également l'idée de dire que beaucoup de choses se passent à l'étranger, à l'international. Nous sommes un secteur global par essence. Je suis sûr que Audrey, qui travaille à Paris, travaille en bonne partie en anglais avec des institutionnels ou des acteurs qui sont globaux et mondiaux par essence. Très bien. Allez-y, on va passer à la prochaine question. Alors, j'ai vu sur une vidéo YouTube faite par vos anciens que vous posiez des questions un peu déstabilisantes lors de l'oral d'admission. Des astuces pour s'en sortir. Alors moi, j'en ai pas ce souvenir. C'est quoi cette vidéo YouTube dont on parle ? J'ai pas le souvenir de ce genre de questions. Moi, je l'ai vraiment hyper bien vécu. Mon entretien, c'était vraiment un moment d'échange plus qu'autre chose, de comprendre ce que le Master SP pouvait apporter à ma carrière, ce que moi, en tant que personne, la brique que je pouvais apporter à l'édifice pour la suite, pour le présent, etc. On n'a pas du tout testé tes connaissances du secteur, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Non, juste voir, comme on parlait un peu tout à l'heure, de la cohérence de mon cursus et de mes ambitions, de mes envies pour la suite, avec ce que pouvait apporter le Master SP, les cours, le réseau, etc. Mais vraiment un échange, donc pas d'astuces pour les questions pièges. Puisque... Combien recevez-vous de candidatures ? Combien envoyez-vous après en entretien ? On reçoit à peu près 250 candidatures et on en reçoit à peu près 250 à l'oral. 200 à l'oral, pardon. D'accord. Donc la sélection est, je le répète, en dehors du dossier, puisqu'on a sur le papier essentiellement des étudiants très présentables, se fait beaucoup sur l'anglais malgré tout. Et puis ensuite, on en reçoit beaucoup parce que comme nous avons affaire à des médecins, des ingénieurs biotech, des pharmaciens, des PhD,
bref, des gens qui sont sur le plan analytique tout à fait compétents. Il nous faut voir la personnalité et pouvoir créer un groupe, si vous voulez, qui soit à la fois épanoui et qui soit synergique, c'est-à-dire qui tire bénéfice des autres membres du groupe. Non, mais parce que je voulais revenir sur la question précédente. Sur l'oral. Oui, alors l'oral. Je pense que la vidéo YouTube que je méconnais, elle doit peut-être ne pas être une vidéo ESCP Europe. Si une vidéo officieuse, c'est ça? Peut-être, non, mais une vidéo plutôt peut-être de certains de nos camarades. On a pour habitude de ne pas tirer parti des entretiens pour déstabiliser nos candidats. Chacun ses techniques, toutes les techniques sont respectables ou en tout cas peut-être compte tenu des cultures d'entreprise adaptées. Pour ce qui nous concerne, et c'est plus largement vrai de SCP Europe, on est assez, je pense, bienveillant. Ça ne nous empêche pas d'être sélectifs, soyons clairs. Mais pas de question piège. Non, pas de question piège. On va vivre 6 mois ensemble, les gens vont dépenser 18 000 €, ils vont s'investir et nous allons investir sur eux. Il faut qu'effectivement le contrat ne soit pas un contrat de dupe. Mais je ne pense pas personnellement qu'en déstabilisant les étudiants, on les mieux connaisse. Très bien. Allez-y pour la prochaine question. Vous indiquez donc accueillir des profils de type Sciences Po, mais pour faire de la biotechnologie, il faut un minimum de base scientifique. Non. Oui, simplement, on voit même à la tête des grands groupes pharmaceutiques, par exemple, des gens qui n'ont pas un profil de pharmacien, de médecin, d'ingénieur biotech. Puisqu'il est question, alors je suis désolé de revenir vers lui, mais ça me vient puisqu'on en a déjà parlé d'Hervé Gissereau. Hervé Gissereau qui était quand même le président du LEM, c'est-à-dire du syndicat professionnel en France des industries médicales, qui a été président de GSK France et qui est désormais vice-président de GSK Asie-Pacifique, est un Sciences Po. D'accord, pas besoin de base scientifique particulière, il n'y a pas de remise à niveau pour les personnes qui ne maîtrisent pas la base? Non, il n'y a pas de remise à niveau. Je pense que la remise à niveau, elle est faite par la synergie du groupe, justement. C'est-à-dire que... Vas-y Audrey, parce que tu en parleras mieux que moi. Et au quotidien, le SCP, enfin le Master SP du coup, permet vraiment d'avoir une culture générale sur l'industrie pharmaceutique, sur les métiers qu'on peut y découvrir, sur les voies qu'on peut emprunter pour différentes structures dans l'industrie. Mais le quotidien n'est pas scientifique. Il n'y a pas besoin d'avoir des bases fondamentales scientifiques. C'est justement pour s'ouvrir à des métiers qui sont au-delà du laboratoire, au-delà de la recherche, au-delà de la production, et plus du marketing, du bizdev, du management plus global. Et je pense qu'un profil Sciences Po, plus justement un master spé sectoriel santé pharma, c'est un profil fort qui peut intéresser dans les métiers du futur, comme vous pouvez le dire Frédéric. Audrey, on me dit dans l'oreillette qu'il y a beaucoup de questions, on va peut-être passer à la suivante. Ouais. En tout cas, à l'heure de la gestion de projet, à l'heure des équipes multidisciplinaires, je pense qu'au contraire, il ne faut pas fermer l'angle et accueillir des gens qui sont passionnés par la santé, qui, sans avoir de background scientifique, vont apporter d'autres connaissances. Nous n'avons pas évoqué, par exemple, des juristes de la santé, qui sont également bienvenus au sein du programme. Très bien. Le mot biotechnologie dans l'intitulé de votre master, c'est pour faire joli ou vous avez une grande part de vos enseignements qui sont orientés biotech? Peut-être qu'on va recentrer et dire qu'est-ce que ça comprend pour vous les biotech? Je pense que mon profil est la preuve que biotechnologie n'est pas uniquement pour faire joli, puisque c'est la base de mes études et qu'aujourd'hui je fais un métier qui est purement tourné vers les biotechnologies, puisqu'aujourd'hui les startups, biotech, c'est ce qui fait l'innovation de demain pour l'industrie pharma. Et donc le master ouvre également sur ce secteur, sur la compréhension, les enjeux des biotechnologies pour le futur de Et ça recouvre quoi les biotech dans le MS? Alors on voit des gens qui travaillent dans des biotech, dans des startups. Aujourd'hui j'ai des compagnons, des camarades de promo qui travaillent dans des sociétés de biotech plus ou moins grandes. Dans les grosses biotech, on peut voir Celgene, on peut voir Gilead. Et les métiers qui ont attrait à l'innovation, dont le capital risque, on évalue l'intérêt
d'investir dans une start-up biotech, c'est le fondement de ce qu'on fait tous les jours, enfin, de ce que je fais tous les jours. Et c'est le Master Spé qui m'a ouvert sur ce métier, la compréhension de ce domaine. Vous voulez ajouter quelque chose? On va passer directement à la prochaine question. Non, je pense que tu y as très bien répondu. Et surtout, tu y as répondu d'expérience, mieux que je ne saurais le faire. Très bien. Alors, passez à la prochaine question qui s'adresse directement à vous. Ah oui, bonjour Monsieur Jalard, bonjour. Pourriez-vous m'indiquer dans quelle entreprise peut-on retrouver les anciens du Master? Alors ça va être assez large. Bref, on peut, pour faire simple, retrouver beaucoup d'anciens du Master dans les industries biopharmaceutiques. J'insiste parce que Audrey l'a déjà dit, mais les biotech, c'est soit la start-up, c'est également des industries pharma ayant racheté des biotech ou des entreprises de biotech d'une certaine taille. Donc aujourd'hui, dire industrie pharmaceutique et industrie biotech, c'est de dire qu'en réalité, c'est deux secteurs qui s'épousent. Ça, c'est la première chose. On retrouve les anciens du Master, comme Audrey, en banque, en finance, en capital risque, en fonds d'investissement. On retrouve les anciens du Master dans des entreprises ou des startups qu'eux-mêmes ont montées. On a quelques anciens qui ont monté des aventures entrepreneuriales, avec parfois un succès non négligeable. On retrouve, et j'aimerais qu'on en retrouve de plus en plus, certains anciens dans les technologies de l'information. Et on retrouve les anciens dans des sociétés de consulting ou des sociétés de prestataires de services, par exemple des agences de communication digitale ou d'autres encore. On retrouve d'ailleurs des anciens, c'est de plus en plus, c'est récent, mais c'est de plus en plus affirmé, dans des assurances santé ou des prestataires de l'écosystème de santé. Et puis on retrouve des anciens marginalement, dans des sociétés de gestion hospitalière ou des prestataires publics. D'accord. Et quel est le grand classique? Quels sont les grands classiques au niveau des intitulés de poste? Les grands classiques, Audrey, si tu veux, et puis après je peux compléter. Sur la partie plus finance, banque, moi donc, je suis analyste en capital risque. Il y a des analystes en business développement également. Il y a la partie plus equity research, où là on est analyste financier, on va aller étudier les boîtes cotées, etc. En consulting, on est consultant junior, on commence consultant junior. Il y a le chef de produit, donc chez Novartis, chez Celgene, etc. Et juste pour ajouter un secteur dont on parle moins depuis le début de l'entretien, c'est la medtech. Il y a un camarade de promo qui est chez Siemens aujourd'hui. Donc on a des cours spécialisés, donc medtech, medical device. Et à quel poste il est? Il est plutôt là, sur la partie commerce et après-vente sur l'accompagnement, exactement, accompagnement de l'utilisation du produit. Très bien. D'ailleurs, pour faire simple et clair pour nos auditeurs, on a en fait 4 territoires qui sont couverts au sein du programme. La pharma au sens strict, c'est-à-dire les molécules chimiques, la biotechnologie, on a déjà suffisamment insisté pour qu'il ne soit plus besoin de le faire. Tu as tout à fait raison d'avoir souligné les dispositifs médicaux, l'équipement médical, ce qu'on appelle globalement le medtech, et puis tout ce qui devient fondamental, c'est-à-dire données patients, objets connectés, systèmes d'information dédiés santé. Très bien. Voilà les 4 territoires, si vous voulez. Allons-y pour la prochaine. C'est à moi? Je ne sais plus. Allez Audrey, vas-y. Je suis tentée par votre MS, mais j'hésite encore avec celui de l'ESSEC Marketing Management Digital. J'ai peur qu'en tant que pharmacienne, la dimension pharma de votre formation ne soit redondante. Merci pour votre éclairage. Alors je vais répondre en tant qu'ingénieur biotech. Moi aussi j'ai hésité avec le MS Marketing Management. Ce qui m'a vraiment fait réfléchir, c'est déjà le fait que ESSEC Marketing, même si très réputé, est assez généraliste. Donc on va faire du marketing aussi bien en consumer good, donc pour Coca-Cola, pour de l'automobile, etc. Moi je savais que je voulais aller dans le secteur de la santé, donc forcément que l'ESCP répondait plus à ses attentes. D'accord. Et le deuxième point, c'est que l'ESCP, quand j'y suis arrivée, j'avais cette idée d'investissement dans l'innovation, donc, mais je ne connaissais pas le capital risque, je ne connaissais pas le mot. Et l'ESCP, l'avantage, c'est que ça m'ouvrait les portes de plein de métiers. Et aujourd'hui, même pour ma carrière professionnelle, disons que j'ai des idées de métiers pour me projeter plus tard
qui sont apparues grâce à l'ESCP, Business Development, etc. C'est des choses que je ne connaissais pas forcément. Donc c'est quand les pharma essayent d'évaluer si ça vaut le coup de racheter une boîte ou pas. Ça, c'est des métiers que je ne connaissais pas, le conseil. Donc ça ouvre vraiment des portes, des voies dans l'industrie pharma au sens large. Vous confirmez? Quand on est pharmacienne comme cette personne-là, Tout à on a fait. vocation à venir dans votre master plutôt que dans l'autre? En toute transparence, je suis moi-même diplômé de l'ESSEC, donc j'ai beaucoup de sympathie. Vous êtes neutre? Pas neutre, non. J'ai beaucoup de sympathie pour l'ESSEC, mais très honnêtement, cette idée que l'on approfondirait des domaines scientifiques, pharmaceutiques, biotechnologiques au sein du programme, n'oublions pas que nous sommes une école de commerce et ce que nous proposons à nos étudiants, c'est de les blinder, de les renforcer, de les équiper dans le domaine du business. Donc en réalité, marketing management digital, c'est déjà bien couvert au sein du programme. Il y a des cours dédiés à ça. Et je pense, comme l'a dit Audrey, que le secteur de la santé est déjà en soi de vastes territoires, des Amazonies au pluriel, qu'il n'est pas besoin de transgresser ces vastes territoires pour apprendre ce que fait Coca-Cola ou ce que fait Nestlé. Je pense qu'il y a largement de quoi faire déjà. Donc ce ne sera pas redondant, c'était ça sa question. Absolument pas redondant. De toute façon, une pharmacienne est a priori un profil relativement typique de notre master. Petite page de publicité, que les médecins, oui, moi je suis prof de marketing, on ne se refait pas, donc que les médecins et les PhD n'hésitent pas, en dehors des ingénieurs, sciences de l'ingénieur, à postuler à notre programme. Les médecins sont adorés par l'industrie et par conséquent on les adore. Les PhD sont formidables et nous apportent une caution à la fois scientifique mais presque méthodologique au sein des travaux de groupe que l'on fait. Quant aux ingénieurs sciences de l'ingénieur, aux ingénieurs système ou système d'information, je crois que je l'ai dit au départ, ce n'est pas la peine que je me répète. Très bien, on va passer à une question de fond, c'est l'heure de la question experte. Alors, vas-y Audrey, tu peux la lire, je pense. Contraintes réglementaires de plus en plus fortes, émergence du big data, l'industrie pharmaceutique et des biotech est en proie à de nombreux défis. Quels sont les principaux d'après vous et comment votre MS y fait face? On a un tout petit peu évoqué, mais peut-être qu'on peut un petit peu développer. Oui. Audrey, est-ce que je crois que c'est toujours savoureux que ce soit toi qui réponde, ouais, parce que les étudiants ont plus d'appétence pour ce que tu peux dire que pour moi, mais je compléterai si besoin. Moi justement, pour rebondir à ce que Frédéric disait tout à l'heure, je trouve que c'est un MS qui est vraiment dans l'air du temps et qui essaie justement de poursuivre un peu ces contraintes réglementaires, le changement avec les GAFA, etc. Et on voit pas mal de choses. On a notamment Orange Healthcare qui vient nous faire un séminaire pendant nos cours. On essaie vraiment de nous ouvrir à ce genre de métier qui, encore une fois, était complètement inconnu pour moi. On voit d'autres sociétés, Kernity, qui est une start-up qui est dans l'accompagnement, parcours patient, etc. C'est des choses qu'on ne connaît pas et qui peut nous intéresser. Et dans ce sens-là, le master est hyper moderne et en mouvance par rapport à ces nouveautés. Et alors, ce qui est bien pour le passé et le futur de notre master, je pense. Alors, preuve que le master évolue rapidement parce que le secteur évolue rapidement. Audrey, tu n'as pas eu des cours, mais cette année, nous avons eu Microsoft, nous avons eu IBM, nous avons eu un certain nombre d'acteurs dans la donnée patient, dans les systèmes de technologie de l'information, d'intelligence artificielle, qu'une fois encore, nous allons développer de plus en plus. Le programme est revu et corrigé à 20 ou 30% de son contenu chaque année. Quand je dis corriger, ce n'est pas que la copie aurait été mauvaise, c'est que l'industrie évoluant, nous avons le souci d'être employable, même si le néologisme est assez moche, de permettre à nos étudiants, une fois encore, à 90% d'entre eux, de trouver un job dans moins de 3 mois après qu'ils soient sortis du programme. Donc les deux sources, pour ce qui me concerne, de révision des copies sont à la fois les étudiants qui, comme Audrey, sortent et à la fin ont cette vision en tant que client, si j'ose dire, ou participant assez précise du programme, de ses qualités,
de ses insuffisances éventuelles. Donc première source d'amélioration. Et deuxième source d'amélioration, c'est tout le réseau des anciens ou non avec lesquels nous sommes en contact et qui me disent le type de profil qu'ils attendent, le type de compétences qu'ils attendent et le type de profil qu'ils recherchent. Et c'est par le biais de ces conférences, de ces intervenants extérieurs que vous mettez à jour, vous mettez à jour au sein du AMS, ou il y a d'autres biais? Sans vouloir me mettre en avant, il y a quand même beaucoup de présidents que je tutoie et que je connais bien. Hein. Donc on a une connaissance assez fine du secteur pour parler par euphémisme. Très bien. C'est vraiment sur ces nouveaux métiers. Allons-y pour la prochaine. J'y vais. Pourquoi ne proposez-vous pas de l'alternance comme c'est le cas chez vos concurrents de Grenoble École Management? Moi, je trouve que le format de l'ESCP se prête vraiment bien au fait qu'on ait aussi quand même besoin d'un certain nombre de mois, de temps pour vraiment trouver la voie. Enfin, je sais que moi, les premiers cours, assez vite, on a parlé de capital risque, ça m'a vraiment permis de me trouver et d'être sûre que c'est dans ce domaine que je voulais aller. Et je pense que le format alternance se prête moins à ce genre de découverte, un peu de compréhension de ce qu'on veut faire et de quel métier, ce que je veux faire, quel métier ça représente et à quelle porte il faut que j'aille. Ça veut dire que tu n'aurais pas eu le temps, tu penses, d'approfondir certains thèmes en étant à la fois en entreprise et à l'école. Exactement. Et en entreprise, c'est le premier jour, on donne les clés, alors que là, j'avais besoin de temps pour contacter les anciens. On en revient au même. J'avais contacté Mehdi qui était venu la dernière fois sur Campus Chanel et qui m'avait donné beaucoup de clés pour vraiment comprendre la structure du métier et concrètement comment ça se passe, comment je vais postuler, à qui j'envoie mon CV, etc. Donc là, c'est sous la forme d'un stage. Il n'y a pas d'alternance, mais c'est un stage à la fin du coup des modules. Et où on est bien équipé avec les mois de cours pour recommencer son stage en avril. Très bien. On va peut-être passer à la prochaine question parce que le temps passe très très vite. J'aimerais monter mon entreprise de conseil. Est-ce que vous m'aideriez à y parvenir? Alors moi personnellement, peut-être pas, parce que je m'occupe du programme et de pas mal de choses par ailleurs. Mais bien sûr, le programme devrait aider cette personne à monter son entreprise de conseil. On rencontre déjà au sein du programme énormément de consultants. Une fois encore des anciens, mais pas forcément des anciens. Beaucoup d'anciens, une quinzaine de % par promo depuis, disons, 3 à 5 ans, font du conseil. Donc nous sommes également extrêmement bien représentés dans le conseil, avec des gens également à la tête de sociétés de consultance. Par exemple, le bureau de Londres est dirigé par un de nos anciens. Le bureau de Londres, SKP, est dirigé par un de nos anciens. Donc de belles opportunités à la fois de contact et puis de connaissance du secteur et d'amélioration des pratiques professionnelles au sein du programme. Très bien. Allons-y pour la dernière question avant la conclusion. C'est pour toi ça. Salut, comment qualifierais-tu l'ambiance dans ta classe? On en parlait juste avant. Moi, j'ai vraiment adoré mon année à l'ESCP. Encore aujourd'hui, on a une vraie ambiance promo. On prend plaisir à se retrouver, à échanger. Comme on travaille dans des métiers connexes, c'est aussi plus facile, je pense. Et au quotidien, on a des travaux d'équipe qui sont très agréables, très formateurs, puisque la vie professionnelle, c'est de travailler en équipe. Donc, c'est hyper intéressant. Je sais que les pharma, notamment, ont moins tendance dans leur cursus initiaux de travailler en équipe. Donc, c'est vraiment hyper formateur et vraiment un très bon souvenir et un réseau fort que je garde encore aujourd'hui. Des promos passés, je parlais de Mehdi, mais il y en a plein d'autres. Vous êtes en contact aussi avec les promos passés? Ah, complètement. Surtout je pense que le métier... C'était l'image de la cordée, hein. Ouais. C'est ce que je voulais dire. Complètement. En capital risque, on est beaucoup à être passé par le SCP, donc ça fait un bon réseau. J'étais en contact avant mon stage, encore aujourd'hui. C'est devenu des amis, ces gens-là? Complètement, oui. On prend habitude à déjeuner, à aller prendre des verres. Et les nouveaux de cette promo nous contactent aussi, et c'est toujours un plaisir de réitérer ce qu'on a pu vivre pour élargir la promo à une année. Un dernier mot, après c'est la conclusion, parce qu'on arrive à la moitié du live. Sans rentrer dans les détails pour faire un peu d'humour, nous avons même des couples ou des enfants. Des bébés ESCP, MS. Oui, tout à fait. Je ne suis pas parrain, mais je pourrais l'être à de nombreuses reprises. Très bien, ça fait 40 minutes qu'on est ensemble, ça passe très vite. Je vais vous laisser à chacun quelques mots rapides pour conclure. Audrey, ladies first.
Pour reboucler sur mes premiers mots, encore une fois, je suis très fière d'avoir fait ce master. Ça m'a vraiment apporté énormément d'un point de vue professionnel. Ça m'a ouvert des voies que j'imaginais pas. Aujourd'hui, je suis épanouie, très heureuse dans mon métier. Et je pense que le master, le réseau, l'image du master et de l'ESCP y ont beaucoup participé. Très bien. Frédéric, un dernier mot? Très rapidement, je dirais que je ne peux pas, je suis jugé partie, juger de la qualité du contenu de notre programme, et j'imagine que certains de nos concurrents et néanmoins amis font un travail tout à fait professionnel. Par contre, nous avons deux avantages mécaniques et systématiques que sont nos avantages relationnels. On a parlé du réseau d'anciens, on a parlé aussi des contacts que l'on peut avoir avec l'industrie. Et puis, un avantage peut-être symbolique, puisque le master est solidement implanté et la marque ESCP Europe est solidement reconnue aussi auprès des anciens et de nos prochains petits nouveaux. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci et merci à vous derrière l'écran d'avoir posé toutes ces questions. À bientôt sur Campus Chanel.